Bienvenue sur ton nouveau podcast The Next Wave ou La prochaine vague. Ici, tu écoutes des jeunes venant d'îles du monde entier te parler de leur quotidien, de ce qui les porte, de ce qui les anime. Chaque semaine, un nouvel épisode, un nouvel acteur qui nous inspire. D'un hémisphère à l'autre, nous sommes tous connectés et nous donnons le micro à ceux qui sont trop souvent oubliés. Abonne-toi maintenant et profite de la vague. Petite précision, le podcast que vous allez écouter a été enregistré en version originale en anglais. Celui-ci s'agit donc d'une traduction. J'espère qu'elle sera le plus fidèle possible, mais bien évidemment, si vous avez un niveau d'anglais suffisant pour comprendre un podcast en version anglaise, je vous conseille de directement aller écouter l'original. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Savannah. Savannah, tu es née au Venezuela, tu as grandi sur l'île de Curaçao. Depuis avril, tu travailles à rapprocher donc l'initiative citoyenne européenne de celles et ceux qui ne se sentent pas forcément toujours partie prenante des conversations sur l'Union européenne. Et aujourd'hui, on va parler de ce que c'est tout simplement de travailler, dans le milieu de l'Union européenne, de travailler à Bruxelles, mais aussi de l'importance de l'inclusion et de la mobilité pour les jeunes. Savannah, merci d'être là, j'espère que tu vas bien aussi. Peux-tu te présenter un peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir. Et évidemment, c'est sympa de te revoir, même si c'est en ligne. Donc oui, merci de m'avoir invité. Comme Ilona l'a déjà dit, je m'appelle Savannah et je suis née au Venezuela. J'ai grandi sur une petite île qui s'appelle Curaçao, juste au large des côtes du Venezuela, en fait. Et en 2017, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour mes études. En fait, j'ai dû faire un petit calcul pour soustraire 2017 de 2025 et j'ai réalisé que je suis ici depuis presque 8 ans, ce qui est fou. Donc, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour mes études. Je vivais d'abord à Rotterdam, puis j'ai déménagé à Maastricht. J'ai étudié la politique publique et l'administration, développement international et ce genre de choses. Ensuite, je suis rentrée à Curaçao pendant un an, où j'ai passé la moitié du temps à finir mon mémoire de master et l'autre moitié à faire un stage en ligne au Centre international pour le développement des politiques migratoires. Ils ont un dispositif de travail sur la diaspora pour le développement, et je travaillais sur la recherche et la communication. Puis après, j'ai déménagé à Bruxelles, où j'ai en quelque sorte commencé, disons, ma carrière ici, c'est très étrange de le dire à voix haute. J'ai déménagé à Bruxelles pour travailler dans un cabinet de conseil axé sur la recherche et l'évaluation des programmes de l'UE, et je pense que c'est là que j'ai vraiment eu ma première impression de l'UE, une compréhension réelle de ce qu'est l'UE et de ce qu'elle fait. Après ça, j'ai travaillé dans une ONG centrée sur les droits des citoyens. Et maintenant, comme Ilona l'a mentionné, je travaille à rapprocher l'initiative citoyenne européenne de personnes qui ne se sentent peut-être pas impliquées dans la conversation. Merci, merci beaucoup. Tu as un parcours incroyable, je suis toujours, impressionnée. À t'entendre, tu sais ce que c'est en fait de grandir, on va dire, aux marges de l'Europe, à ses frontières, géographiquement, politiquement. Peux-tu nous détailler un peu plus ce point de vue sur ce que tu ressens aujourd'hui, en fait, de travailler en Europe et vraiment sur les sujets européens, en étant né au Venezuela et en ayant grandi, sur l'île, de Curaçao? Oui, oui, bien sûr. Je pense que d'abord, vous avez peut-être remarqué que je ne me suis pas présentée avec mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Schourbiers, et c'est très néerlandais. Au travail, on me pose souvent des questions et beaucoup de gens me disent donc tu dois être néerlandaise, voire flamande maintenant que je vis en Belgique. Et j'ai un petit moment de bug parce que je dis non, je ne le suis pas. Je viens du Venezuela. J'ai grandi à Curaçao. Oui, j'ai un passeport néerlandais. Oui. Et donc, c'est ça. Pour moi, vivre à la lisière de ces choses, le fait d'être né au Venezuela est déjà une grande partie de mon identité. Avoir grandi ailleurs que dans mon pays d'origine m'a beaucoup marqué. Je me suis vraiment intégrée à la culture et à la communauté de Curaçao et je parle le papiamento. L'aspect européen était moindre. Je pense que j'ai été élevée davantage comme latina avant tout,
Donc je n'ai pas vraiment grandi en parlant néerlandais. Je n'ai pas vraiment interagi avec beaucoup de personnes venant des Pays-Bas métropolitains sur l'île. Je n'ai pas eu cela avant d'aller étudier aux Pays-Bas. Et là, j'ai été confrontée à la réalité que, d'accord, j'ai un passeport néerlandais, mais je ne viens pas de là. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je ressentais par rapport à tout ça, et c'est pourquoi je trouve tout aussi important de sensibiliser et de faire connaître Curaçao. Donc, quand les gens disent tu es néerlandaise, je dis non, je viens de Curaçao. C'est cette île. En fait, nous venons tout juste de célébrer le 15e anniversaire de notre semi-indépendance la semaine dernière, le 10 octobre 2010. Donc je fais l'effort de rappeler aux gens qu'en réalité c'est très récent, l'histoire, et qu'on est encore en cours de formation de l'identité et de ce que cela signifie de faire partie des Caraïbes néerlandaises. Je pense que c'est ça pour moi l'essentiel. Merci beaucoup pour ta réponse, vraiment, vraiment excellente. Je pense qu'on reviendra un peu après sur, tout ce qui est participation et inclusion. D'abord, j'aimerais te poser une question assez basique. Donc tu travailles pour l'initiative citoyenne européenne. Peux-tu expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle, ben, initiative citoyenne européenne finalement? Alors, l'initiative citoyenne européenne est un moyen vraiment unique pour les citoyennes et les citoyens de proposer une législation à la Commission européenne. C'est un bon moyen pour les citoyens d'inscrire des sujets à l'agenda de la Commission européenne et de l'UE en général. Concrètement, cela signifie que vous devez réunir un groupe de 7 personnes provenant de 7 États membres différents et vous pouvez proposer une loi. Elle doit être de nature législative. Elle doit relever des compétences de la Commission européenne. On ne peut pas proposer quelque chose sur lequel la Commission ne peut pas agir. Il y a donc des critères sur ce que vous pouvez proposer. Et bien sûr, le critère d'être 7 personnes, de 7 pays différents, avec aussi des conditions d'âge, etc. Et si vous remplissez tous ces critères et que votre initiative est enregistrée avec succès, vous avez 1 an pour collecter 1 million de signatures dans toute l'UE. Une fois le million de signatures collectées et vérifiées, la Commission doit donner une réponse aux citoyens qui ont proposé une idée. Souvent, ce n'est pas seulement une idée ou une solution, cela met aussi en lumière un problème, je dirais souvent. Donc la Commission doit fournir une réponse officielle à d'accord, des citoyens ont demandé ceci et cela, nous allons répondre de telle manière. Elle n'est pas tenue de donner une réponse positive, elle n'est pas obligée d'agir selon ce que vous suggérez, mais elle est obligée de vous répondre, ce qui est un peu différent, par exemple, d'une pétition ou même d'une pétition change.org. Vous signez quelque chose et vous ne savez jamais vraiment ce qu'il en advient. Elle peut être transmise à votre gouvernement national, mais vous ne connaissez pas le suivi. Là, vous recevrez une réponse, et elle précise comment la Commission agira si action il y a. Après cette réponse, il y a certaines étapes. La Commission rencontre les organisateurs qui présentent les objectifs de l'ICE, les demandes, les solutions, d'où viennent ces idées, et il y a une discussion avec le ou la commissaire compétent, eux. Cela dépend du sujet de politique publique. Ce n'est pas une seule et même personne pour toutes les ICE, cela dépend du thème. Le ou la commissaire concernée aura cette réunion avec les citoyens. Ensuite, l'ICE est également présenté au Parlement européen. C'est l'occasion pour les organisateurs de se tenir devant les députés européens, de présenter à nouveau leurs idées et d'avoir une sorte d'échange à ce sujet. Je pense que c'est un très bon moyen pour les citoyens d'apporter des sujets à l'agenda de l'UE. Il y en a eu certaines qui ont réussi et que je peux citer par exemple. L'une des premières s'appelle Right to Water, où des citoyens demandaient que l'accès à l'eau potable soit protégé. Et cela a effectivement conduit à la révision de la directive sur l'eau potable. On voit donc comment, en pratique, cela a un impact sur les gens. Voilà l'ICE en résumé, et moi je travaille sur la campagne de communication. Ce que je fais, c'est essayer de sensibiliser à l'ICE. Je travaille sur les réseaux sociaux, mais aussi lors d'événements. Et nous avons aussi ce programme d'ambassadeurs avec des organisations dans chaque pays, qui sont en quelque sorte ces ambassadeurs pouvant présenter l'ICE soit sur leur réseau, soit lors d'événements. Voilà en résumé ce que je fais et ce qu'est l'ICE. Ça a l'air vraiment super intéressant et assez incroyable. Je ne connaissais pas du tout tout ça sur le sujet. Je crois que j'en avais entendu parler une ou 2 fois,
Mais c'est super intéressant. Ça donne vraiment envie de me renseigner sur le sujet. J'ai une question, qui me vient tout de suite. Je me demandais, en fait, si tu as une idée de la façon dont les citoyens se rencontrent, au départ, avant même donc de lancer, une initiative? Parce que ça peut être un défi de connaître 6 autres personnes de 6 autres, pays européens, même si on sait que donc l'Union européenne essaie, d'avoir beaucoup de programmes d'échange, de voilà, de maximiser les contacts, entre pays. Mais as-tu un point de vue ou une opinion, sur la manière dont ces personnes se rassemblent, pour porter une initiative en étant originaires de 7 pays européens différents? Oui, bien sûr, je pense que c'est une question vraiment importante. Même si je réfléchis pour moi-même, est-ce que je connais 6 autres citoyens de l'UE vivant dans 6 pays différents avec qui on pourrait se réunir et imaginer une idée 10? Oui, ça semble vraiment. Il me faudrait y penser sérieusement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il existe un soutien. Je pense que l'un des principaux outils est le forum ECI. C'est la plateforme collaborative officielle mise en place dans le cadre du règlement pour aider les organisateurs à comprendre le processus de l'ICE. En fait, je dirais qu'il joue deux rôles. D'un côté, c'est un outil d'orientation. Il aide les organisateurs à comprendre le processus. Il y a des guides, comment faire, des conseils, des webinaires, des retours d'expérience d'organisateurs d'ICE où ils donnent leurs astuces sur la façon dont ils ont atteint leurs objectifs. Il y a aussi la possibilité de demander l'avis d'un expert, disponible dans toutes les langues et gratuitement. Par exemple, si vous avez une question juridique sur le fait de savoir si votre idée relève des compétences de l'UE, vous pouvez bien sûr faire vos recherches, mais vous pouvez aussi aller sur le forum ECI et demander l'avis d'un expert à ce sujet. D'un autre côté, je pense aussi qu'un rôle important du forum ECI, et la raison pour laquelle il a été créé à la base, est d'offrir un espace collaboratif où des personnes de toute l'UE peuvent se retrouver en ligne, discuter différentes idées, se rencontrer et élaborer l'ICE, car bien sûr, les gens peuvent ne pas connaître d'autres personnes provenant d'autres pays de l'UE, et encore moins 6. Mais avec un tel forum, je pense que cela facilite vraiment les choses. Et je travaillais d'ailleurs sur le forum ECI avant de rejoindre l'équipe communication de la Commission, donc j'ai vraiment vu à quel point c'est précieux pour des organisateurs qui tentent pour la première fois de naviguer dans les règles, de bénéficier de cet accompagnement d'experts, mais aussi de pouvoir se connecter avec d'autres qui partagent leurs idées ou qui peuvent t'aider à les porter, disons. Au-delà du soutien disponible pour les personnes intéressées par le lancement d'une ACU ou qui en ont déjà lancé une et ont besoin de conseils à différentes étapes, je dirais aussi qu'il est vraiment important que les citoyens soient informés de ce qu'est l'ICE. Et c'est pour cela que c'est très bien que le règlement exige en fait de la Commission européenne d'informer les citoyens de leurs droits de lancer ou de soutenir des initiatives. C'est là qu'intervient la communication, c'est là que mon rôle entre en jeu, et c'est là que la sensibilisation est si importante, parce que, bien sûr, si les gens ne savent pas que l'outil existe, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et par utiliser, je ne veux pas seulement dire proposer leurs propres idées, mais ils ne peuvent pas non plus signer une initiative s'ils ne savent pas ce que c'est. En ce sens, la campagne de communication peut aussi aider les organisateurs qui ont déjà lancé l'ICE et veulent collecter des signatures, parce que j'espère qu'avec le temps, cela fera mieux connaître l'ICE, ce qui pourrait faciliter la tâche des organisateurs pour collecter des signatures. Sinon, ils se heurtent à la réalité, qui est malheureusement, je pense, la réalité actuelle, que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'ICE. Et donc, quand un organisateur a son idée, a fait tous les efforts pour élaborer cette idée, l'a enregistrée avec succès et commence à collecter des signatures, les citoyens disent mais je ne sais pas ce que c'est. Les organisateurs doivent alors revenir en arrière et présenter d'abord ce qu'est l'ICE. Merci beaucoup, super, super intéressant. Autre question qui me vient, mais tout de suite à ce sujet, pendant que tu parlais, je pensais, au fait que tu as évoqué des age requirements, donc des prérequis au niveau de l'âge. Peux-tu être, un peu plus précise, sur ce point? S'agissant des conditions d'âge pour lancer ou signer une initiative citoyenne européenne, il faut avoir l'âge requis pour voter aux élections du Parlement européen. C'est généralement 18 ans,
sauf dans quelques pays qui ont abaissé l'âge du vote. Par exemple, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et Malte ont abaissé l'âge du vote à 16 ans et d'autres l'ont abaissé à 17 ans. Donc les citoyens de ces pays peuvent lancer ou signer une ICE à un plus jeune âge. En Estonie, en revanche, on peut signer une ICE à partir de 16 ans. Mais pour en lancer une, il faut avoir l'âge requis pour voter aux élections européennes, c'est-à-dire 18 ans. Ici, on voit que dans certains pays, l'âge du vote a été abaissé, et donc cela signifie que pour signer ou lancer une ICU, on peut le faire plus tôt. Mais dans d'autres, ils n'ont abaissé l'âge que pour soutenir une ICU. Merci beaucoup parce que tout ce que tu dis sur la participation des jeunes me parle beaucoup et résonne, je pense, chez pas mal de personnes. Et c'est pour ça que je te posais ces questions sur les conditions d'accès en termes, voilà, les prérequis en termes d'âge. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2012, il y a eu 250 organisateurs d'ICE qui avaient moins de 30 ans, et 4 d'entre eux ont fait partie d'initiatives couronnées de succès. Donc c'est peut-être un fun fact. Le prérequis, d'âge qui baisse de plus en plus, je suis vraiment, vraiment contente de l'apprendre, donc je vais retenir cette fun fact. Et peut-être une question plus générale maintenant sur ce que ça fait, tout simplement, de travailler dans la «bulle» entre guillemets de l'Union européenne. Quelles étaient tes attentes? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise, toi, personnellement? Je pense que mon expérience jusqu'ici dans la bulle bruxelloise a été très intéressante, pour le dire ainsi. Je ne saurais pas te dire si c'est ce à quoi je m'attendais ou pas, surtout parce que mon bagage était plutôt en développement international. Donc je ne m'étais jamais imaginé travailler pour l'UE ou sur des sujets liés à l'UE. Mais je pense que j'ai beaucoup appris, il faut le dire, et surtout en tant que personne qui a un passeport européen, je dois admettre que je ne connaissais pas la moitié de ce que je sais aujourd'hui sur l'UE. Pour revenir à ce que je disais plus tôt, quand les gens me demandent alors tu es néerlandaise à cause de ton nom de famille, je trouve assez beau la façon dont les Européens se sentent connectés et qu'ils ont ce sentiment partagé. Même si beaucoup ne seront pas d'accord, bien sûr, il y a des eurosceptiques. J'ai vu, par exemple, maintenant que je travaille sur les réseaux sociaux, nous avons mené une campagne à l'échelle de l'UE qui a reçu beaucoup de commentaires, et j'ai pu voir de première main la frustration de certaines personnes envers l'UE et des gens qui ne croyaient pas que l'UE soit bénéfique pour leur pays. Mais j'ai vu aussi l'autre côté, comment les gens bénéficient de différents programmes européens, et surtout en tant que personne venant de Curaçao et ne comprenant pas vraiment ce qu'était l'UE, c'était l'expérience la plus concrète que j'aurais pu avoir, et j'ai tellement appris. Et je pense qu'il est important de partager ce que j'ai appris, surtout parce que je ne comprenais pas ce qu'était l'UE avant. Même quand je pense à mon choix d'aller aux Pays-Bas, moi qui n'ai pas grandi en parlant néerlandais et qui n'avais pas l'intention d'aller étudier aux Pays-Bas, mon choix tenait surtout au fait que mes amis le faisaient et aussi que j'avais un passeport néerlandais, donc ça me paraissait logique d'aller aux Pays-Bas. Mais je pense qu'à l'époque, je n'avais même pas envisagé que je pouvais aller dans n'importe quel pays européen ou n'importe quel pays de l'UE en fait, parce que c'est ce qu'il y a de si beau dans l'UE. Vous pouvez simplement voyager et vous pouvez vivre et travailler ailleurs, étudier ailleurs. Il y a Erasmus ⁇ je n'ai jamais fait Erasmus ⁇ je ne suis jamais partie en échange, des choses comme ça. Si je devais revenir en arrière et me dire de considérer d'autres options, j'aurais fait un peu plus de recherches sur ce qu'est l'UE, mais je ne le savais pas à l'époque. Et ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne à l'école. Ce n'est pas quelque chose dont on parle vraiment chez nous. Tu as juste ce passeport et tu ne sais pas toutes les portes qu'il peut ouvrir. Donc, de ce point de vue, je suis très reconnaissante d'avoir déménagé aux Pays-Bas puis à Bruxelles et d'avoir compris ce que cela signifiait de pouvoir faire tout ça. Je me demandais si tu pouvais peut-être un peu parler de tes compétences, dans le sens où, en fait, quelles sont les compétences quand on vient d'une petite île, comme Curaçao, quelles sont les compétences que tu apportes avec toi, à l'Union européenne? Hem, c'est peut-être mal formulé, mais en fait, de l'extérieur, tout ce qui est lié à l'Union européenne, ça paraît très élitiste. Ça On a cette vision de l'UE et on n'appelle pas ça une bulle pour rien, la bulle européenne. Je me demandais, en fait, comment tu te sens en travaillant là-bas? Plutôt dans le sens, quelles compétences tu apportes?
que d'autres ne peuvent pas avoir, ne peuvent pas apporter parce qu'ils ont grandi toute leur vie en Europe, parce qu'ils n'ont pas forcément autant voyagé, parce qu'ils n'ont pas ce background, insulaire que tu as? Je dois dire que c'est super compliqué et que ça paraît très élitiste. Je pense que j'apporte clairement une certaine capacité d'adaptation à différents contextes. Je pense que avoir grandi sur une île façonnée par différentes vagues de migration, par le fait que nous avons connu l'esclavage jusqu'assez tard, je dirais, l'impact que tout cela a eu sur l'île en termes d'identité, et le fait que nous ne sommes pas une île autonome depuis très longtemps. Je pense que avoir grandi avec ça m'a beaucoup façonné. Ça a fait de moi quelqu'un capable de comprendre différentes situations, de comprendre d'où viennent les gens. Même s'il y a des barrières linguistiques ou culturelles, je pense que je peux les surmonter assez bien, je dirais. Surtout que, par exemple, j'ai grandi dans une école anglophone, donc j'avais quand même pas mal de privilèges peut-être par rapport à d'autres sur l'île. Et je trouve très triste quand on juge les gens sur leurs accents, des choses comme ça. Et avoir grandi sur une île où tout le monde parlait différemment, pour moi, ça rend super facile de m'y adapter au travail. Je pense aussi que j'apporte une compréhension de situations différentes que d'autres n'ont peut-être pas vécues. Je ne veux pas dire par là que d'autres n'ont pas vécu ce que nous avons vécu sur les îles, aussi en tant que pays et territoire d'outre-mer, et ce que cela signifie pour nous économiquement et tout ça. À propos de ce que tu disais sur les barrières culturelles et linguistiques, je pensais, aussi parce que tu travailles, dans la communication, comment peut-on imaginer l'Union européenne toucher des publics diasporiques, multilingues? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'il faut utiliser différentes langues? En même temps, on pourrait pas utiliser toutes les langues du monde, mais voilà, est-ce que tu as une opinion, une vision là-dessus? Je pense que je dois préciser d'emblée que je ne suis pas une experte en communication. Je suis plutôt J'attache beaucoup d'importance à la manière dont les choses sont communiquées. Je tiens beaucoup à ce que les choses soient simplifiées, de manière que les gens puissent les comprendre. Je ne suis en aucun cas une créatrice de contenu, une gourou de la com, mais ce que j'apprécie vraiment dans ce que nous faisons avec l'ICE, c'est que c'est multilingue par nature, puisque c'est votre droit de pouvoir proposer une loi, signer une loi, avoir une idée dans chaque langue de l'UE. Je trouve ça super, super cool. Et nous reprenons cela dans nos campagnes de communication aussi. Donc tout ce que nous faisons est disponible dans toutes les langues de l'UE. Je pense que ça marche très bien. Et nous travaillons avec les représentations dans les contextes nationaux pour nous aider sur la façon dont les choses sont formulées dans leur langue, si cela a du sens dans leur contexte. Donc je pense que c'est quelque chose que j'emporterai vraiment avec moi dans n'importe quel futur poste ou situation. Mais pour revenir spécifiquement à Curaçao ou au PETOM en général, si je repense au moment où j'ai postulé au OCT Youth Network, donc Réseau Jeunes des pays et territoires d'outre-mer, je l'ai vu via une pub Instagram. J'ai ouvert mes stories Instagram un jour et j'ai eu cette pub disant Veux-tu faire partie du OCT Youth Network? Nous cherchons des personnes, et c'était en anglais. Je ne me souviens pas s'il y avait d'autres langues dans la campagne. Je doute fortement qu'il y avait du papiamento, parce que j'imagine mal qu'il y ait beaucoup de personnes à la commission qui le parlent actuellement. Si c'est le cas, contactez-moi, j'adorerais me faire un ami. Mais non, je me souviens avoir pensé, ou plutôt, je n'y ai même pas pensé, parce que je suis anglophone native, donc je n'y ai pas réfléchi jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble, parlant des langues différentes et venant de contextes différents, et là je me suis dit, imagine le nombre de personnes qui ont pu rater ça parce que ce n'était pas vraiment traduit, et je comprends qu'il y avait l'exigence de parler anglais, parce que, bien sûr, ce serait très difficile, je pense, d'avoir des traducteurs ou interprètes pour tout le monde. Mais j'espère que c'est quelque chose qui sera pris en compte pour les prochaines éditions ou pour de futurs projets impliquant les pétomes, parce que je pense que c'est vraiment important. La langue est très importante, mais aussi la manière de communiquer et l'alignement aux différents contextes. Par exemple, avant notre appel, je voulais vérifier sur la page de la commission de DGINPA ce qui est dit sur Curaçao. Je voulais savoir quels sont les programmes, etc. Et je ne vais pas mentir. J'ai peut-être passé 10 minutes à regarder la page, et je n'aurais pas su te dire en la lisant. Et pourtant,
je suis quelqu'un d'assez habitué à ces choses. Je ne pourrais pas te dire exactement quels sont ces programmes et comment ils ont un impact sur les gens chez nous. Je n'y arrivais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment améliorer partout. Je pense que nous avons du mal avec ça, mais c'est juste ce que j'ai remarqué en la regardant il y a 10 minutes. Oui, tu disais plutôt que, en fait, tu as en quelque sorte déménagé aux Pays-Bas parce que tes amis le faisaient. Donc on va dire que voilà, tu as suivi, le mouvement, d'une manière assez normale. Et c'est vraiment intéressant parce que l'une des questions que je pensais te poser avant même que l'on commence à échanger, c'était tout simplement qu'est-ce qui t'a poussé, à partir de Curaçao aux Pays-Bas? Peut-être que tu peux nous raconter pourquoi tu as décidé de repartir? Parce que donc au début, tu as suivi tes amis, mais ensuite tu es revenu, tu es retourné chez toi, comme tu le disais pour, écrire ton mémoire, ta thèse, si j'ai bien compris. Et donc qu'est-ce qui t'a fait repartir? Comment tu te sens par rapport au fait de travailler chez toi, de travailler à Bruxelles? Est-ce uniquement une question d'opportunité? Comment tu navigues, aujourd'hui, toi, tout ça? Je pense que c'est difficile, et je pense que j'ai eu 27 ans cette année, et ça ressemble à l'âge où tu commences à réfléchir à ta vie et à ce que tu vas faire dans les 5 prochaines années et où tu veux passer ce temps, surtout à mesure que les personnes autour de toi peut-être vieillissent et ainsi de suite. En ce qui concerne mon déménagement aux Pays-Bas, je dois admettre que chez nous, mon impression est que ce n'est même pas une question. Du moins quand j'étudiais, je pense que ça s'est amélioré maintenant car il y a plus d'opportunités éducatives, mais à l'époque, rester n'était pas une option. Je ne pouvais pas imaginer un monde où je restais à Curaçao, pas parce que je ne le voulais pas. Je me souviens avoir pleuré pendant un mois avant de partir, mais il n'y avait tout simplement pas de perspective. Je ne me souviens même pas qu'à l'école on nous ait demandé Hé, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester? Tu veux aller ailleurs? C'était juste que tout le monde postulait à l'étranger, et c'était simplement ce que tu faisais. Beaucoup de mes camarades allaient aux Pays-Bas car nous avons l'avantage d'obtenir le prêt étudiant en tant que citoyens néerlandais. Ça avait simplement du sens et personne ne posait trop de questions. Et ensuite, quand je suis rentrée à la maison pendant un an, j'y suis allée, je pense, surtout parce que je finissais mes études et que je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire ensuite. Et c'était aussi en 2021 à 2022. Donc juste après le Covid, et j'avais passé, je crois, 2 ans à l'étranger sans rentrer chez moi à cause du confinement et des restrictions de voyage. Je savais que je voulais passer du temps avec ma mère et ma famille, donc je suis rentrée pour ça. Mais je dois l'admettre, à chaque fois que je rentre, et maintenant j'essaie de rentrer chaque Noël, j'y pense beaucoup en me disant je pourrais rester. Si je trouvais quelque chose, je pourrais rester, je prolongerais mon vol indéfiniment. Honnêtement, j'y pense beaucoup. Et surtout maintenant, j'ai l'impression que mon cercle de personnes que je connais aux Pays-Bas, qui étaient proches de moi quand j'étudiais ou qui le sont encore alors que je travaille en Belgique, devient plus petit parce que les gens commencent à rentrer, à s'installer, à se marier, des choses comme ça. Et ça te fait vraiment te demander qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout maintenant que j'ai déménagé en Belgique, je dois admettre que je me sens plus chez moi à Bruxelles, que je ne me suis jamais sentie aux Pays-Bas, ce qui est étrange, surtout parce que je suis vraiment nulle en français. Je prends des cours et j'ai un niveau A, un certifié, mais c'est dur. C'est vraiment dur d'apprendre le français, de le parler et tout ça. Mais je pense qu'en ce moment j'en suis au point où j'ai envie de mieux comprendre mon chemin pour les prochaines années, mais je pense beaucoup à rentrer, et c'est quelque chose que je veux clairement. J'aimerais juste pouvoir faire ce que je veux faire chez moi. Je suis curieuse d'entendre ce que tu en penses, mais je trouve dommage de devoir choisir entre rester loin et faire quelque chose que tu aimes peut-être, ou rentrer chez toi et ne pas faire ce que tu aimes, parce qu'il n'y a peut-être pas d'opportunité, ou que les gens n'apprécient pas ce que tu as étudié. Je pense que c'est pour ça que je suis encore ici. J'allais dire que je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis. Je viens d'avoir 24 ans, donc je suis un peu plus jeune, mais pour la première fois cet été, quand je suis retournée en Nouvelle-Calédonie, j'ai réalisé que j'avais des amis qui rentraient s'installer sur l'île. Et
J'étais là: «Mais quoi? Enfin, les gars, on vient juste de partir pour nos études, on est parti il y a quoi? Il y a 2 ans» et j'ai réalisé non, on est parti, c'était il y a 6 ans, 7 ans pour certains et ça y est, les gens en fait, commencent à revenir, à se poser la question de revenir faire sa vie, sur l'île ou non et là, tu te dis: «OK, waouh». Donc je pense que j'entre justement actuellement dans la phase que tu décris et je me demandais peut-être si tu as des conseils spécifiques pour les étudiants de Curaçao qui envisagent de partir aux Pays-Bas? Parce que je pense que, comme tu le disais, la plupart d'entre vous pensent aux Pays-Bas pour les études, pour les départs à l'étranger. À l'époque, je dois dire que je partais avec mes amis. Donc on l'a un peu fait ensemble. D'une certaine façon, je ne me souviens pas m'être demandé où je pouvais trouver des infos sur certaines choses. Bien sûr, la recherche de logement était vraiment difficile. Je me souviens, avec le recul, par exemple, il y a, là où je vivais à Rotterdam, Stadswonen, qui est une agence de location pour étudiants où tu t'inscris sur une liste d'attente. Et dès qu'une chambre se libère, si tu es le premier sur la liste, on te propose la chambre. Il y a une énorme crise du logement aux Pays-Bas, donc si je l'avais su à l'époque, je me serais inscrite bien à l'avance, bien sûr. Cela suppose de savoir que tu vas déménager aux Pays-Bas, donc c'est, tu vois. Avec le recul, tout semble évident, mais je sais que beaucoup de mes pères néerlandais étaient inscrits sur cette liste depuis très longtemps. Donc je pense que la meilleure ressource, c'est de prendre contact avec des gens qui y sont déjà allés, parce qu'ils ont vécu les choses de première main. Et c'est pourquoi c'est super important que chaque fois que quelqu'un me demande des questions ou des conseils, je veux dire, ce n'est pas comme si j'étais la mieux placée, tu sais, je ne suis experte en rien, mais je pense que déjà avoir un contact avec quelqu'un prêt à t'aider ou à te donner son retour d'expérience, c'est vraiment utile. Donc, je dirais ça, c'est sûr. Et bien sûr, tout le monde sait que la météo est rude et très différente de chez nous, et que ça demande une adaptation. Et je dois dire que même là, en octobre, je prends mes comprimés de vitamine D, et en fait, c'est mon conseil. Prenez de la vitamine D, parce que je ne savais pas qu'on avait besoin de vitamine D en grandissant, parce que ce n'était pas un sujet chez nous, et ma première année d'université aux Pays-Bas, je suis tombée vraiment malade, et c'était à cause d'une carence en vitamine D. Donc c'est en fait mon premier conseil. Très bon conseil, hyper pratique, j'adore et je m'y retrouve, beaucoup. Tout en haut de la liste. Tu as écrit ton mémoire sur je vais dire le titre en français, c'est une traduction, donc je pense que ce sera un peu approximatif, mais «Aspiration et capacité dans la migration de retour des étudiants, une étude de cas à méthode mixte sur les bourses d'études aux Pays-Bas». Et c'est tellement intéressant parce que c'est vraiment lié au sujet dont on parle. Je me demandais, parce que je pense que beaucoup d'étudiants nous écoutent aussi, pourrais-tu développer un peu, les raisons pour lesquelles tu as choisi ce sujet, ce que tu as fait pour mener à bien cette étude, cette thèse? Oui, bien sûr. J'avais écrit mon mémoire de bachelor sur la manière dont les personnes de Curaçao négocient leur identité après avoir déménagé, parce que j'ai vraiment vécu cette confrontation quand on me demandait: Tu es néerlandaise? Tu ne l'es pas? Tu viens d'où? Comment es-tu vénézuélienne, mais avec des racines de Curaçao et aussi un passeport néerlandais? Et j'ai senti que mes amis vivaient ça aussi. Donc j'ai étudié cela d'un point de vue plutôt sociologique. Et après mon bachelor, j'ai étudié les politiques publiques et le développement humain. Je n'ai pas pris la spécialisation migration, mais ça m'a toujours beaucoup intéressée, évidemment, en tant que migrante. Ta vie est justement ce que c'est que d'être immigré. J'ai choisi d'étudier ce sujet parce que, comme beaucoup d'étudiants vivant à l'étranger, je voulais comprendre pourquoi rentrer au pays semblait parfois si compliqué, alors qu'en théorie rien ne nous en empêche. Pas de visa, pas de barrières administratives majeures. Et pourtant, beaucoup pensent: je ne pourrai jamais rentrer. À travers des entretiens, j'ai compris que la vraie difficulté n'était pas seulement financière, c'était la peur de ne plus avoir sa place, ni sur le marché du travail, ni dans la société. Certains expliquaient que, même lors de courts retours, on leur disait déjà: Tu vis là-bas maintenant, tu ne comprends plus. Pourtant, on ne perd ni ses souvenirs, ni son lien avec l'île. Dire que ceux qui partent ne comprennent plus n'est pas juste, et surtout pas utile. C'est le genre de discours qui éloigne encore plus. À l'époque,
Il n'y avait presque aucune aide du gouvernement pour accompagner un retour. Aujourd'hui, voir Curaçao mener des campagnes actives, organiser des salons de l'emploi, recruter dans l'administration et offrir de vrais points de contact, c'est un changement énorme. C'est même ce qui me donne envie d'envisager de rentrer un jour parce que je me dis, ok, je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je pourrais trouver un point de contact quelque part. Au moins il y a un email dans l'administration que je peux contacter et qui pourrait m'aider, et je trouve ça génial à voir. Oui, c'est déjà quelque part un grand pas et c'est bien de savoir que les choses, en fait, évoluent dans le bon sens. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, as-tu une recommandation à nous partager? Ça peut être un livre, une musique, un film, un compte sur les réseaux sociaux à suivre. C'est juste pour que les auditeurs aient des recommandations du monde entier. Je trouve ça assez cool. J'avoue que j'adore. Moi, je vais toujours checker les recommandations de tout le monde et j'adore cette question. Côté culture, je recommande toute la musique d'Isaline Callister. Le papiamento est une langue magnifique et Wawi Carigno reste l'une de mes chansons préférées depuis l'enfance. Et pour un regard plus vintage sur l'île, le compte Instagram Curacao Archive partage de superbes vidéos et photos anciennes. C'est une super recommandation, j'adore. J'aimerais avoir ça pour chaque endroit du monde. La toute dernière question que j'ai pour toi, Savannah, à qui passerais-tu le micro pour un prochain épisode du podcast? Ça peut être quelqu'un originaire de Curaçao, ça peut être quelqu'un originaire d'un pays territoire d'outre-mer. Je dois absolument faire un shout-out à ma copine Chelsea de Curaçao, qui fait partie en fait de notre promo de l'OCT Youth Network. Je pense qu'elle serait fantastique parce qu'elle est rentrée maintenant. Elle pourrait donc te donner tous les détails sur ce que c'est de rentrer. Je l'admire vraiment. Un autre point de vue potentiellement, donc merci beaucoup Savannah. Écoute, c'est la fin de l'épisode. Merci pour ton temps, encore une fois, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était super instructif, réellement, j'en ai appris beaucoup, super intéressant. Je vais aller rechecker plein de choses sur internet et c'est trop bien, franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça sera utile et que ça aura eu du sens par moment. Totalement, ça fait totalement sens, oui. Merci encore, merci beaucoup. Merci à notre invité et merci à toi d'avoir écouté The Next Wave. Abonne-toi pour ne rien rater et laisse un avis, ça nous aide vraiment. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à un ami ou une amie insulaire. À mercredi prochain!